Bonjour tout le monde. Nous allons faire une revue de presse, mais afin de bien la détailler, on va parler dans cette vidéo uniquement de Syrie. On va évoquer la Libye, mais pour le Yémen, je vous réserve une autre vidéo dans la semaine. Voilà. Vidéo qui résumera toute la situation yéménite depuis 2015. À l'heure où je vous parle, les Yéménites continuent à progresser, s'emparent de provinces, s'approchent du cœur de Marib, la province, et la ville de Marib, hein. Je vous rappelle que comme en Syrie, vous avez chaque province, ce qui correspond un petit peu à nos régions, prend le nom de la ville capitale. Et puis il va falloir, il faut absolument, voilà, je préfère m'axer sur la Syrie parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en Syrie en ce moment. Beaucoup de choses qui alertent les gens qui s'y intéressent et qui préfigure, qui annonce une nouvelle guerre qui cette fois, enfin une nouvelle, la suite de cette guerre, hein, puisque la première bataille a été perdue par Erdogan, qui en a tiré les enseignements et qui a reçu de nouvelles instructions. Ça bouge, ça bouge, et j'intitulerai ça "Ça va péter". Rappelez-vous un petit peu, je suis désolé de revenir à ça, mais les sauterelles couronnées, que fait une sauterelle? Vous allez voir qu'il y a un lien. Que fait une sauterelle? Je vais évoquer le chapitre 8 de l'Apocalypse, le chapitre 9. Je vous invite à aller étudier ce texte parce que là, on a avec précision ce qui se passe, qui est décrit. On parle de la demi-heure de silence. On parle de sauterelle couronnée. Je vous ai dit qu'il n'y a pas forcément d'ordre chronologique. Que fait une virus? Si ce n'est, que fait une sauterelle? Elle saute. Que fait un virus? Il saute de personne en personne. Sauterelle couronnée, coronavirus. C'est une interprétation. Ensuite, ensuite c'est les quatre anges. À l'ouverture du cinquième sceau, il me semble, c'est les quatre anges. Je vous mettrai ça au montage. Qui sont au Moyen-Orient et qui permettent une guerre dans laquelle interviendra 200 millions de personnes, ce qui sous-entend une guerre mondiale. Cette fois, ça ne sera pas une guerre qui sera limitée à la Turquie contre la Syrie ou à la Turquie contre... Non, ou même la Turquie contre la Russie, puisque les Russes sont à 140 millions. Donc je pense qu'il y aura de part et d'autre des millions de gens. Je pense que cette guerre commencera au Moyen-Orient, mais que très vite, un deuxième front sera ouvert par les Russes en Europe. Ça me paraît évident militairement, hein. Cette guerre impliquera l'OTAN d'un côté, avec une partie des pays arabes, et la Russie de l'autre côté, l'Iran, les Syriens, les Irakiens. Pour la Chine, je ne sais pas. Est-ce que la Chine va s'en mêler ou pas? Je n'en ai aucune idée pour l'instant, rien ne me permet de le dire. D'autant qu'on n'a pas besoin de la Chine pour avoir les 200 millions, même si ce chiffre peut aussi indiquer l'intervention de la Chine, intervention directe, puisque la Chine, sans intervenir, la Chine a le choix, hein. Soit elle laisse faire et elle se dit, bah écoutez, je vais les laisser se battre, hein, l'histoire du coq de Ron Chaya, mais c'est les Chinois qui en profitent. Soit elle aidera discrètement et enfin soit elle interviendra directement, soit elle n'interviendra pas directement, indirectement par des fournitures d'armes et autres, en espérant profiter de la situation. Je vous rappelle que l'eschatologie juive, elle, indique qu'Israël sera très vite submergé, qu'elle fera usage de l'eschatologie musulmane parle de Jérusalem ouverte en deux, un côté désertique et de l'autre côté fleuri, ce qui suppose l'utilisation d'armes nucléaires. Voilà, j'introduis les trois eschatologies. Donc depuis la première bataille menée par Erdogan, alors Erdogan qui a une politique qui ne se comprend que si on considère Erdogan comme l'homme lige des USA, le représentant des frères musulmans, qui est une des branches du nouvel ordre mondial. Certains vont me parler du coup d'État, mais je vous rappelle que le coup d'État, qui pour moi et pour beaucoup est un faux coup d'État, je vous rappelle que lorsqu'il y a eu ce coup d'État, l'avion d'Erdogan était pisté par deux F-16 de putschistes qui auraient pu l'abattre, qui ne l'ont pas abattu. Là, je vous invite aussi, ce n'est pas le complot ou des complots, ou non, je vous invite à aller revoir un petit peu, minute après minute, ce qui s'est passé. Alors quel était l'intérêt? Peut-être de le pousser dans les bras de Poutine pour amadouer Poutine, pour le mettre en porte-à-faux, puisque depuis ce coup d'État, Erdogan s'est rapproché de Poutine. Il y a eu beaucoup d'accords commerciaux qui ont été faits. Erdogan tient le Bosphore. Poutine s'est dit, tiens, je vais pouvoir passer tranquillement par le détroit par le Bosphore, le détroit des Dardanelles. Il y a eu des accords signés dans le cadre du pipeline South Stream qui va alimenter, en passant par la Méditerranée, qui va alimenter l'Italie notamment en gaz, et la Turquie. Il y a eu tout un tas d'affaires.
Je vous rappelle aussi qu'il y a plusieurs routes de la soie, dont une route de la soie qui passe à travers toutes ces contrées, qui passe par la Syrie. Ceci est à prendre en compte aussi. Donc, Erdogan a, sans se cacher, a clairement attaqué l'armée syrienne. Au départ, il avait envoyé ses bataillons de djihadistes. Alors c'est un mélange de djihadistes et d'anciens de l'armée syrienne libre, mais qui au final se sont fait phagocyter et au final devaient suivre le groupe dominant HTC, qui a mangé tous les autres groupes islamistes et qui a pris sous sa coupe ce qui reste de l'armée syrienne libre, l'armée de Collabo. Les Turcs ont toujours fait croire qu'ils avaient la main sur HTC, mais au final, ils ne l'ont pas, et je vais vous le démontrer, parce que là, ça se retourne contre eux. Donc, lors de cette bataille, nous avons vu donc, ces djihadistes et ces bras cassés prendre branlés sur branlés par l'armée syrienne qui était sous-équipée, qui s'est un peu mieux équipée maintenant et qui reçoit de l'aide. Ce qui a nécessité l'intervention d'Erdogan, de ses troupes. Durant 3-4 jours, les troupes d'Erdogan, en utilisant astucieusement leurs drones et en les armant, ont infligé de sévères pertes aux Syriens. Hein. On parle de centaines de chars, on parle d'un millier d'hommes, mais très vite les Syriens ont repris la main, ont tenu, et ont tenu notamment puisque les Russes se sont occupés du ciel syrien en interdisant aux Turcs d'entrer avec leurs avions. Ils les ont menacés, ils leur ont dit on abat vos avions. Donc les Turcs ont fait intervenir des F-16, sont rentrés brièvement à 2 reprises, mais ils ont surtout fait intervenir leur F-16 de leur espace aérien pour abattre notamment 2 vieux avions syriens, 2 vieux Sukhoi 22, c'est de très vieux avions, les fighters, et un avion, un tchèque, un L, je vous le mettrai, c'est un avion de 3e génération qui fait surtout du CAS, du Close Air Support, c'est-à-dire de l'appui au sol. Mitraillage, interdiction de zone, mitraillage au sol. Erdogan et ses troupes, utilisant les postes d'observation et se servant de leurs obusiers, de leurs lance-roquettes multiples, ont pris donc un petit peu l'ascendant, mais ensuite ont dû refluer et ont perdu. Ils avaient pris la ville de Sarakeb, ville qui est stratégique puisqu'elle est à la jonction entre les 2 autoroutes, la M5 qui est totalement libérée et la M4 qui n'est pas encore libérée et qu'on n'arrive pas encore à libérer. Sarakeb a été reprise début mars par le Hezbollah qui a nettoyé en une nuit, qui a nettoyé la ville. L'armée turque, des milliers d'hommes, n'ont pu résister, se sont fait, ont pris aussi beaucoup de pertes. Hein, c'est pas la première fois qu'ils prennent des pertes, puisque déjà lorsqu'ils avaient affronté les djihadistes à Jarablus en 2018 et en 2016, ils avaient montré leur faiblesse. Une grosse armée, la 2e armée de l'OTAN certes, mais sur le terrain, nous avons vu surtout des jeunes gens affolés, comme on a pu les voir là. La police militaire russe a récupéré beaucoup de déserteurs affolés, hein, des soldats. Elle les a sauvés des griffes des Syriens. Elle les a ramenés en Turquie. Elle leur a permis de repartir en Turquie. Donc on a vu une armée turque qui finalement a perdu la première bataille. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Un cessez-le-feu. Les Russes ont donné jusqu'au 25 mars aux Turcs pour ouvrir l'autoroute M4. Autoroute M4 qui part d'Alep et qui rejoint l'Atakié. Et pour prendre la main véritablement sur cette province d'Idleb afin que puissent être menées des négociations. Et donc pour prendre la main, les Turcs devaient se débarrasser d'HTC, ce qu'ils n'ont pas pu faire. Et on s'est aperçu que les Turcs n'avaient pas la main sur HTC. Nous avons vu depuis des politiques, Boris Johnson, alors toutes ces informations sont vérifiées hein, de part et d'autre. Hein. Par contre, tout à l'heure, je vous donnerai certaines informations que je n'ai pas encore vérifiées et que je vérifierai, mais qui semblent fiables pour l'instant, en tout cas qui sont dans la logique, qui sont dans le mouvement de ce qui se passe, dans le mouvement de cette histoire. Et je vous ferai quelques petites révélations que j'appellerai supputations, puisque je ne peux pas vous les prouver. Donc on a vu débarquer Boris Johnson, on a vu Macron qui, depuis un certain temps, le Charles de Gaulle est à Chypre, Chypre est à 300 km de la Syrie. Qui dit Charles de Gaulle dit force spéciale, dit infiltration, dit renseignement électronique et dit même aide électronique pour les drones qui attaquent constamment, puisque depuis le cessez-le-feu, nous avons constamment des attaques de drones, de djihadistes qui attaquent la base des MIM, qui attaquent les Syriens, parce que le cessez-le-feu n'a de cessez-le-feu que le nom. Et apparemment, ces drones sont dirigés soit par la France,
Quand je dis diriger, attention, il y a une aide. Il y a une aide. Il y a une aide. De toute manière, là, je pense que le Charles de Gaulle, il y a les forces spéciales qui doivent travailler pour éventuellement récupérer du renseignement. Honte à eux, hein, je suis désolé, mais honte à eux. Hein, ils sont dans le mauvais camp, ils le savent. Mais bon, c'est pas très grave. En tout cas, ils participent à ça. Mais moi, je pense que c'est surtout les AWACS. Alors, on les appelle pas comme ça. Je vais vous dire comment on appelle ce genre d'avion. C'est un AWACS. C'est des avions de type Boeing, par exemple. AEWC, hein, c'est des avions radars qui permettent donc, en raison de la courbure de la Terre, d'avoir une plus grande surface de surveillance, qui permettent aussi de diriger les missiles. Voilà, c'est des postes de commandement, des postes radars qui permettent en hauteur d'avoir 400-500 km de contrôle. Radar de surveillance, radar de conduite de tir. Nous avons aussi, je pense, des F-22 et des F-35, mais surtout des F-22 que les Russes signalent régulièrement. Plus dans le ciel syrien, mais à un moment donné, ils étaient là, mais ils sont autour. Les Russes le savent, ils leur ont interdit le ciel syrien. Nous avons vu les Russes hausser le ton vis-à-vis des Israéliens, en leur demandant cette fois d'arrêter de jouer avec des avions civils. Les Russes qui, depuis de nombreux mois maintenant, ont interdit l'accès aux avions israéliens sur le ciel syrien, dans le ciel syrien. Bon, malgré cela, les Israéliens continuent encore à bombarder, mais enfin, ils continuent leur petit jeu avec les Iraniens. Donc on va dire c'est un moindre mal, c'est encore quelque chose d'autre. On va pas compliquer cette vidéo, on va essayer de rester très clair. Nous avons vu Boris Johnson, et ça c'est officiel, qui s'est rendu par la Turquie, qui s'est rendu à Idlib. Et depuis quelques jours, on l'apprend parce que les Turcs ont bombardé par mégarde un convoi américain, ils ont failli faire des morts. Hein. Il me semble que c'était hier. Là encore une fois, je vous le préciserai au montage. Ils ont bombardé un convoi américain qui était à Idlib. Les Russes qui font venir du matériel, des obusiers, des chars. Les Russes, excusez-moi, les Turcs. C'est les Turcs qui ont bombardé par erreur le convoi américain. Des Turcs qui ont notamment ramené des systèmes anti-aériens qui sont assez dangereux pour les avions russes. Ces systèmes anti-aériens américains utilisent le missile MIM-23 Hawk. C'est un système de défense. Alors, il y a le missile, il y a le lanceur. Le lanceur, je vous mettrai des photos, des images, et je vais vous préciser le type de lanceur qui permet à ces missiles. Hein. Vous avez par exemple les Patriotes, les missiles s'appellent des MIM aussi. Patriote MIM 104, MIM 103. Hein, ne pas confondre le lanceur et le missile. Pour ce qui est de la WAC, c'est un AECW E7 Peace Eagle T. Boeing, radar de surveillance, radar de conduite de tir. Et pour ce qui est des... un E7. Et pour ce qui est des MIM, je l'avais là, je vais le retrouver, je prends mon temps, j'ai mes notes là. Hein. J'ai essayé de synthétiser, je préfère vous... Alors, MIM 23 Hawk, moyenne portée, qui sont conduits par des M192 blindés, qui utilisent des radars 3D MPK 64 Sentinelle, portée de 40 km avec un radar d'éclairage, ce que j'appellerais moi un radar de conduite de tir, AN MPK. C'est un système de défense antiaérienne qui a été réactualisé, qui est bien meilleur que les Patriotes, mais qui évite des transferts de technologie entre USA et Américains, mais qui est efficace et qui vise clairement les avions russes. Et pour les Russes, c'est un casus belli. C'était un matériel qui ne devait pas être livré. Jusque-là, les Turcs, mais surtout leurs sous-fifres djihadistes, utilisaient plutôt des missiles Stinger qui n'arrivaient pas à toucher les Sukhoi 24 russes, les Sukhoi 34 russes, mais surtout 24 russes, parce que les Sukhoi 24 russes ont des pods qui permettent qui permettent de leurrer ces missiles. Avec les Hawks, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà pourquoi on parle de l'utilisation éventuelle de Sukhoi 57. Alors les Russes en ont très peu, mais ils vont peut-être les utiliser parce qu'ils sont beaucoup plus adaptés à ce type de défense antiaérienne. 45 km en rayon d'action et 20 km en hauteur. Donc ils peuvent toucher quasiment tous les avions. Je vous rappelle que les systèmes antiaériens tels que les Stinger, en général, peuvent abattre des avions jusqu'à 4 km de hauteur. Et ils ont un rayon d'action, il me semble, d'une dizaine ou d'une quinzaine de kilomètres. Là, encore une fois, je vous mettrai ça au montage. Le Mime Hawk, lui, c'est 45 km rayon d'action et 20 km en hauteur. Et il n'y a pas d'avion au-delà de 18 000 mètres. Donc voilà, c'est une vraie menace. Et c'est un casus belli. Les Turcs ont tiré des enseignements aussi de leur échec et de la faiblesse de leur armée, puisque la Turquie est un pays moderne avec des gens qui vivent très bien. Et quand on vit très bien, on s'embourgeoise.
La jeunesse est moins combative qu'une jeunesse dite de va-nu-pied, qui est courageuse et qui, de toute manière, entre la mort et la misère, hein, préfère mourir glorieusement. Ça y fait. Tout le monde s'accorde à dire donc que Erdogan, c'est ce que je dis depuis un certain temps, hein, après l'avoir défendu, je me suis aperçu que je m'étais planté et qu'en fait, il est toujours le chef de chantier. Erdogan est l'homme lige qui doit faire durer la guerre en Syrie et provoquer les Russes et qui doit faire durer la guerre en Libye et provoquer le chaos et emmerder l'Algérie. Algérie qui va s'impliquer, qui s'implique. Je vais vous dire aussi comment. Donc le 29-3, il y a hier l'artillerie turque a bombardé des blindés US par accident apparemment. Et moi je pense que ça l'est. Il n'y a pas eu de mort. Les Syriens se préparent à l'offensive. Ils ont ramené des chars. Ils préparent leur MiG-29. Cette fois, ça ne sera pas des Sukhoi, ça sera des avions de chasse modernes, des MiG-29. Ils ont reçu de l'armement, ils ont reçu de l'armement de la Syrie, ils ont reçu de l'armement iranien. Le Hezbollah est mobilisé, les Iraniens sont mobilisés. Il y a un afflux de troupes pour défendre Sarakeb et on prépare une offensive pour reprendre Idlib. Les Syriens sont prêts à en découdre avec les Turcs, ils n'ont pas peur. Ils sont prêts à en découdre. S'il n'y avait pas les Russes, les Syriens auraient continué et n'auraient pas accepté de cesser le feu. C'est pour vous dire un petit peu. Vous voyez, là, on a un enseignement, c'est que on ne peut pas, euh, on ne peut pas deviner de la force d'une armée tant qu'elle ne s'est pas engagée dans un conflit. Je vous rappelle qu'en 40, l'armée française était considérée comme la meilleure armée du monde. Et elle s'est écroulée, non pas en raison de la faiblesse de ses soldats ou de son équipement, le Dornier valait le Messerschmitt 109, mais en raison de la plutocratie militaire, leurs généraux, et puis de l'esprit de collaboration qui a fait que on a arrêté de se battre très vite, malgré des combats durs où les Allemands avaient du mal, hein, plus de 100 000 morts quand même. Hein. Mais un gouvernement a décidé de collaborer, et même Hitler se méfiait encore en 1942 en disant la France peut mobiliser 100 divisions, il faut la surveiller comme le lait sur le feu. Il savait qu'à tout moment, la France, d'ailleurs on l'a vu avec lorsque les Français ont récupéré un petit peu de matériel, se sont regroupés, ben, et la deuxième DB qui est partie de Dakar, qui est remontée à Alger, qui est remontée, qui a fait des durs combats, et on a vu que les Allemands, face à une armée française qui en voulait, ben, ils tenaient pas. Ils tenaient pas. Donc le coup, je fais un aparté aussi, j'y tiens, le coup de l'armée de lâches, ça c'est une rumeur des anglo-saxons, et le coup de l'armée de merde, c'est encore les anglo-saxons qui le sortent, parce que l'armée française, face à l'armée d'Hitler, tenait la route et aurait pu largement tenir. On est dans la même situation là avec des généraux de merde, des politiciens de merde qui collaborent, nous sommes exactement comme en 40. Et avec une armée qui suit, qui est une très très bonne armée, peut-être avec moins de monde, mais avec du bon matos. Revenons à nos moutons. Donc à Idlib, ben, on se prépare de part et d'autre au combat. Les Syriens se préparent à attaquer. Ils ont fait venir des T-72. Et on parle d'une coopération avec l'Algérie. Je vais y revenir. Ce que j'ai envie ce que je voulais aussi vous dire, c'est que la Turquie, enfin la politique erratique d'Erdogan a fait que HTC a empêché là durant tout le mois de mars des patrouilles. Alors apparemment les Turcs ont demandé, les Turcs jouent toujours double jeu. Quand je dis les Turcs, c'est les pro-Erdogan et c'est les militaires. D'un côté, ils ont lancé des patrouilles avec les Russes, mais ces patrouilles-là n'ont jamais pu ouvrir la M4 qui a été tronçonnée carrément, par des civils, et ensuite par HTC. Donc il y a eu 9 patrouilles qui ont été réduites, mais l'autoroute, c'était une condition sine qua non. Vous allez ouvrir cette putain d'autoroute pour laisser passer des vivres, pour laisser passer les civils, qui puissent se rendre d'Alep jusqu'à l'attaquer. La Turquie n'a pas pu l'ouvrir, ou n'a pas voulu l'ouvrir dans un premier temps, et HTC ensuite l'a empêché. HTC qui est en train de se retourner contre la Turquie, et qui menace donc de couper la province du Hatay. Je suis désolé, c'est une insulte en arabe, hein, Hatay. Hein, ça, je ne vous la traduis pas, mais ça s'écrit H-A-T-A-Y. Cette province qui était anciennement une province syrienne, hein, il me semble qu'il y a Alexandrette là-bas. Encore une fois, je vous mettrai la carte. Donc HTC a menacé de porter la guerre en Turquie si les Turcs l'embêtent. HTC qui elle-même est tenue hein, par différents fusils, par différents circuits, par les USA. Nous avons quand même une situation assez marrante, puisque, et on va le voir dans le Nord, les Américains soutiennent les FDS et soutiennent la Turquie. Turquie qui attaque les FDS. FDS qui sont composés essentiellement de Kurdes.
Les Kurdes d'ailleurs qui ont compris leur intérêt, puisque même si les FDS continuent à louvoyer, beaucoup de Kurdes combattent, sont des alliés objectifs des Syriens. Je vous rappelle que ces Kurdes sont des Kurdes syriens. Ils ont la nationalité syrienne, ils sont là depuis au moins 2 générations. C'est le reproche qu'il leur est fait, c'est de collaborer avec les Américains. On va y venir, on va rester dans la province d'Idleb. Donc des combats intenses aussi entre factions de HTC, c'est très simple, nous avons KTJ, c'est une Katiba, c'est l'équivalent d'une compagnie, mais je dirais vu les effectifs d'une brigade, donc plusieurs milliers d'hommes. Leur chef a été limogé par le chef de HTC, Al-Joulani. HTC, c'est des intégristes, salafistes. Il a limogé le chef d'une Katiba, Abu Saleh, c'est son nom de guerre. Son véritable nom, c'est Mukhtarov. Ce qui est marrant, c'est que la plupart de ces intégristes que défendent Macron et défendent tout le monde ne sont pas syriens, hein. Vous avez des Ouzbeks, vous avez des Kirghizes, vous avez des Tchétchènes. Mukhtarov, je suis désolé, c'est pas syrien Mukhtarov. Là, en l'occurrence, KTJ est une katiba importante qui compose cette armée de bras cassés d'islamistes qui est réunie sous le vocable d'HTC. Donc, leur chef a été limogé. Ce sont des Ouzbeks et des Kirghizes. Et on a installé un nouveau chef, Abdul Aziz Darilou. Le problème, c'est que Mukhtarov, lui, a dit non, non, non. Tu me limoges pas comme ça, Al-Joulani. Donc cette Katiba, en tout cas ces dissidents, affrontent les autres troupes d'HTC. Donc vous voyez, c'est très compliqué. Et on a ces fameuses guerres de Gog et Magog. Et oui, enfin ces fameuses guerres de Gog plutôt, à savoir HTC avec des luttes internes entre eux, HTC contre la Turquie contre la Syrie, la Turquie contre la Russie, la Turquie contre l'Iran, Israël contre l'Iran, les USA contre la Russie par proxy interposé, la Turquie qui veut liquider HTC, HTC qui dit on va découper votre province, on va la couper du reste de la Turquie, on va vous combattre. Et, pour compliquer l'affaire, les Turcs ont fait venir des systèmes antiaériens Altigan. Ils ont construit de nouveaux postes d'observation, ils en ont 14. À l'intérieur, ils ont mis des systèmes antiaériens aussi Altigan, qui sont des systèmes de fabrication turque. Mais les Syriens, qui ne sont pas des manchots, ont apparemment infiltré les islamistes et ont retourné des islamistes et ont retourné des gens de l'armée syrienne libre. Ce qui fait que l'un des postes d'observation a été détruit par certains intégristes. D'ailleurs, les combats au sein d'HTC, je pense que les services syriens ont bien œuvré, le renseignement militaire syrien qui est en Turquie, c'est pas des manchots les Syriens. Et ce qui fait qu'un poste d'observation a été détruit et un système Altigan a été détruit. Pendant ce temps, nous avons chaque semaine 300 à 400 miliciens pro-turcs, surtout islamistes, qui sont envoyés en Libye par le biais d'avions civils, de bateaux civils, avec des pavillons étrangers, afin qu'on ne puisse pas les arrêter. Vous voyez, c'est vicieux, hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ça, c'est Idleb. Je regarde. Je regarde un petit peu. Eh bien, il ne faut pas oublier, la Russie a formé 5 brigades, 9000 hommes, avec 1500 soldats turcs, 1500 soldats syriens, au sein de chaque brigade, qui seront sous le contrôle d'un état-major turc. On appelle ça des commandos, des brigades de commandos, donc des troupes de choc qui sont un peu mieux armées, un peu plus guerriers que les bras cassés qui jusque-là ont perdu contre l'armée syrienne. La Turquie a amené du matériel pour réparer l'autoroute M4, qui a été tronçonnée. Ce qui veut dire que la Turquie se prépare à se battre puisqu'elle veut restaurer cette autoroute qui lui permettra de circuler. Et les Syriens, de leur côté, ont amené, comme je vous l'ai dit, des troupes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Pour en tout cas la province d'Idleb, je pense avoir fait le tour. Donc ça va péter à tout moment. Ça va péter à tout moment. Pendant ce temps, dans le nord, à El-Beb, vous avez pareil les djihadistes qui se battent entre eux. Et vous avez des Kurdes qui font des embuscades. Et vous avez un mystérieux groupe islamiste qui est apparu, qui s'est mis à tuer quelques Syriens, mais qui tue des Turcs, des militaires turcs. Et moi, je soupçonne les services secrets syriens d'avoir créé ce groupe et d'avoir plus ou moins camouflé
la création de ce groupe en leur demandant, bon bah vous tuez deux, trois types comme ça. Les services secrets sont tordus, hein, ils n'hésitent pas à tuer leurs propres hommes pour pouvoir faire passer le truc, hein. Parce que si ce groupe-là n'avait tué que des Turcs, on aurait tout de suite compris que c'était un groupe manipulé par les services syriens. Vous avez aussi, et ça c'est important à El Beb, donc les djihadistes qui s'entretuent. Le 28 mars, la police syrienne libre, Al Beb c'est au nord d'Alep, qui, en faisant des patrouilles, a tué le chef de la sécurité d'un groupe islamiste qui s'appelle le Hadad el-Sharqiya, les vrais, les vrais de l'Orient, les vrais de l'Est. Voilà, pour vous traduire, hein. Hadad, Hadad, ouais, Hadad, c'est le pluriel de Had. Had, ça veut dire un vrai, un dur, un vrai, un pur. Had, Had al-Sharqiya. Ouais, je vous le fais avec l'accent. Eh ouais. C'est l'une des plus grandes factions de la soi-disant armée nationale syrienne. Vous aviez l'armée syrienne libre, la LS, et l'armée nationale syrienne, qui était une recréation. Lors d'une patrouille, donc Abu Rasoul, qui est devenu à bout de souffle hein, depuis, a été abattu par la police syrienne. En riposte, donc les islamistes, ceux qui en tout cas le suivaient, bah, ont riposté. Ils sont à l'intérieur de la ville, ils ont attaqué des points de contrôle, ils ont attaqué l'hôpital pour essayer de tuer des policiers blessés, des policiers de cette armée nationale syrienne, qui est une armée de collabos. Et c'est la Turquie qui a calmé le jeu, tout en subissant, comme je vous l'ai dit, des embuscades kurdes. C'est un véritable fouillis, hein. J'ai essayé de synthétiser tout ça, mais c'est vraiment compliqué, hein. Et en même temps, c'est très simple. Donc le groupe islamiste qui est apparu, à Afrin, on a des tueries entre militants pro-turcs. Vous voyez, ça pète de tous les côtés. Tout le monde tire sur tout le monde. Et Erdogan qui est en train d'entraîner sa population vers une guerre qui va être meurtrière pour tout le monde hein, dans la région, hein, je vous le dis. Et ça finira avec l'utilisation de nucléaire tactique israélien. Je vous le dis aussi. Qu'est-ce que le nucléaire tactique? C'est des bombes atomiques qui détruisent une ville, qui détruisent autour de la ville. Ce n'est pas du stratégique. Voilà, on peut utiliser du nucléaire. Je vous rappelle qu'il existe aussi des mortiers qui peuvent saturer une zone, des mortiers qui utilisent du nucléaire de 0,5 kilotonnes. Là, on parle de bombes atomiques de quelques centaines de kilotonnes. Ils n'auront aucun mal à les utiliser. Pendant ce temps, au nord-est et au sud-est, à Hamo et vers Der Azor, les Syriens, pro-Assad, en tout cas pro-gouvernement, légalistes, encadrent des populations et les armes et les emmènent bloquer des convois américains pour empêcher le déplacement des convois américains qui restent en Syrie pour protéger les installations pétrolières, soi-disant contre Daesh, mais en fait ils s'approprient le pétrole syrien. Alors pour l'instant ils ne prennent pas le pétrole, mais ils le protègent et ils empêchent les Syriens de récupérer leur pétrole qui n'est pas eux, et ils travaillent avec les FDS kurdes. Alors, encore une fois c'est magnifique, hein. D'un côté ils protègent les Turcs, de l'autre côté ils protègent les FDS, et les Turcs et les FDS se battent. Et ces cons ne se rendent pas compte qu'ils sont manipulés par les Américains et qu'eux vont mourir. C'est pas les Américains ils sont aux USA, hein. Quand la guerre se déclarera, elle se fera au Moyen-Orient et en Europe, elle se fera pas aux USA. Donc tous ces gens sont d'une stupidité lénifiante. C'est à croire que le marchand de sable est passé et a endormi tout le monde. Je vous rappelle que à tous les gens qui me disent, je reviens et je reprends un petit peu ce qui s'est dit sur le live, Ordo ab chaos. Nous avons le chaos. L'ordre qui sera proposé par Trump, donc c'est leur ordre. Donc Trump c'est l'antéchrist. Encore une fois, c'est une preuve logique et mathématique. Ordo ab chaos, nous sommes à la phase de chaos. L'ordre qui sort du chaos, qui va proposer le chaos après la guerre, lorsque la comète va passer et arrêtera cette guerre, qui durera entre 15 jours et un mois, cette guerre mondiale, ce sera Trump. Et qui proposera 3 ans et demi de prospérité. Et pendant ce temps, le marchand de sable, Choronzon, qui est soit en Trump, soit non, on va dire qu'il est en Trump. J'avais dit qu'il était dans la reine d'Angleterre. Mais oui, oui, ben n'y croyez pas, il n'y a pas de souci. Choranzon 333. Il dirait une boîte de nuit, il dirait un tube. Donc lui endormira tout le monde. On le voit là, on le voit avec les dissidents français qui comprennent pas. Ils ont tout. Les gars arrivent, là, le nouvel ordre mondial. Ordo ab chaos. T'es dans le chaos. Donc celui qui va ramener l'ordre, c'est forcément un type du nouvel ordre mondial. Eh ben non, il tombe dans le panneau. Mais c'est surnaturel, hein. À la fin des temps, tout le monde sera embrouillé et seuls les élus resteront et comprendront. Donc si vous avez compris le truc, vous faites partie des élus. Préparez-vous à passer 3 ans et demi. Ne prenez pas la puce, n'allez pas dans leur ville. On va crever la dalle, on va se mettre dans la forêt, on va se mettre dans les déserts, on va se cacher. Et c'est parti pour 2024 ou 2027. Nous avons maintenant des marqueurs temporels qui nous permettent de donner des dates, sans passer pour des illuminés.
De Bavière, non, de Marseille. Et nous avons les Russes, et cette information, j'ai pas pu la vérifier, qui se sont emparés d'une base américaine. Alors attention, il n'y a pas eu d'affrontement. Mais c'est un jeu de, vous voyez, par exemple, les convois américains sont bloqués par des populations civiles, mais ils savent s'arrêter et ils ne tirent pas dessus parce qu'ils savent que ça peut démarrer. Les convois américains, de temps en temps, bloquent des convois russes et chacun s'arrête parce qu'ils savent jusqu'où aller pour l'instant. Donc c'est un jeu de guerre. Là, les Russes ont réussi à prendre une base américaine, je ne sais pas comment, il faut que je vérifie l'information, je pense qu'ils ont dû l'occuper et faire partir les quelques soldats qu'il y avait dedans, et je pense que ces soldats américains ont dû demander à leur chef qu'est-ce qu'on fait, non, barrez-vous, ne les affrontez pas, pas encore. Voilà ce qui se passe en Syrie. Le Hezbollah a mobilisé ses troupes, les Iraniens ont mobilisé leurs troupes. Pour ceux qui me disent c'est l'Iran qui a refusé l'aide américaine, les Américains ont proposé une aide bidon et les Iraniens ont peur que cette aide soit viciée, notamment qu'il y ait des virus dans les fournitures. Et ils ont proposé une aide minimale. Mais les Américains maintiennent des sanctions qui empêchent aux Iraniens d'acheter des médicaments et d'acheter du matériel médical. Alors vous aviez raison quand vous me dites c'est l'Iran qui a refusé l'aide. Mais je ne parlais pas de ça. Je vous dis juste que l'Iran a demandé la levée des sanctions pour le matériel médical. Et il veut l'acheter lui-même. Il ne veut pas de l'aide américaine parce qu'il pense qu'elle est viciée. Ils en ont peur. Qu'est-ce que je pourrais rajouter de plus? Que fait le Charles de Gaulle? Je pense que voilà, force spéciale, guerre électronique, renseignement électronique, prêt à supporter. On s'est aussi aperçu qu'il y avait des attaques électroniques américaines contre les défenses antiaériennes russes. Ils essayent de pirater les S-300 russes. Et c'est là qu'intervient l'Algérie. L'Algérie qui a toujours soutenu la Syrie et qui, là, clairement, sort du bois. L'Algérie reproche au gouvernement de Macron, reproche à l'OTAN d'être autour de ses frontières et de provoquer le chaos. Notamment à l'Est, la quatrième région militaire qui est une armée dans l'armée, très très bien équipée. Et là, Erdogan commence à s'approcher de l'Algérie et de la Turquie et de la Tunisie, commence à essayer de faire son petit jeu. Les Algériens lui ont dit clairement, tu avances, on t'éclate. Donc les Algériens là se sont alliés avec Haftar et se sont alliés avec Damas. La Ligue arabe demande à la Syrie de revenir. Les Syriens imposent leurs conditions. L'Algérie soutient la Syrie. Et on a même vu le cheikh des Émirats, celui qui jusque-là occupait le Yémen et qui est maintenant contre MBS alors qu'il était son mentor, donc aller voir Assad et lui proposer de l'argent. Je vous rappelle que les Émiratis ont une dette de 135 milliards de dollars qu'ils doivent payer avant 2024. Elle représente, je crois, 170% de leur PIB. Ils sont, je ne vais pas dire en faillite, mais ils ont de graves problèmes parce qu'ils vivent du tourisme, il n'y a plus de tourisme. Les Saoudiens aimeraient bien arrêter la guerre avec la Syrie. Beaucoup de pays aimeraient que la Syrie revienne dans la Ligue arabe. Des pays européens comme l'Italie, l'Autriche, la Hongrie, les pays de l'Est aimeraient renouer avec les Syriens. Les USA les menacent. L'Algérie vient, jusque-là elle aidait la Syrie en cachette, maintenant je peux le dire, parce qu'elle avait peur que les Américains viennent l'embêter, mais comme elle a vu que rien n'y faisait, et qu'elle était la cible, maintenant officiellement elle aide les Syriens. Alors comment elle aide les Syriens? Pour l'instant ça reste secret, mais moi je vais vous dire juste une chose, connaissant un petit peu comment travaillent les services algériens, connaissant même très bien comment travaille l'armée et les services algériens, elle l'aide carrément contre la Turquie, parce qu'elle a menacé la Turquie en lui disant cassez-vous de Libye, vous n'avez rien à faire en Libye, vous êtes près de nos frontières. Si vous approchez de la Tunisie, on vous défonce. Vous touchez pas aux petits frères. Quant aux Libyens, laissez-les faire. Vous voulez pas? D'accord, ça fait des mois qu'il y a un petit balai diplomatique, d'accord. Voilà, ils se mettent à aider. Je pense qu'il y a des troupes, des forces spéciales algériennes qui sont en Syrie, en défroqué, comme ils ont fait en Irak à une époque, comme ils l'ont fait en Afghanistan à une époque. Donc des forces spéciales. L'armée algérienne est une armée moderne, une très très bonne armée. Je vous le dis, hein, c'est pas parce que mes parents viennent d'Algérie, je veux dire, vous savez que je suis critique. Non, non, c'est une très très bonne armée. L'armée turque à côté, je leur conseille de se calmer parce que là, ils vont se faire bouffer. Là, je sais qui est en face. C'est des types, ils bouffent tout le monde, hein, et ils ont peur de rien. Et il y a un super équipement. Bizarrement, il y a eu un attentat de Daesh près d'une caserne algérienne dans l'Est, ce qui veut dire que les Turcs se remettent à jouer avec les islamistes. C'est à partir de là que l'Algérie est sortie du bois, en signant avec Assad des accords.
Je pense qu'elle envoie des troupes, je pense qu'elle envoie de l'armement, je pense qu'elle aide, comme elle a toujours aidé les Palestiniens, ou comme elle a aidé notamment avec des fournitures. Le président Tebboune a réaffirmé en disant qu'il soutenait la Syrie, donc c'est officiel. Et c'est des menaces à peine voilées contre la Turquie, puisque l'Algérie a dit clairement que si jamais il y avait quoi que ce soit près de ses frontières, que si jamais la Turquie ou ses petits copains s'amusent à essayer de rentrer en Algérie, bah, je vous le dis à ma manière, ils allaient les éclater. Jusque-là, l'Algérie soutenait Serraj, mais là, ils lui disent pourquoi tu as fait venir les Turcs. Et les Turcs reprochent à l'Algérie de ne pas les laisser faire et de ne pas leur avoir permis d'installer des bases. Ah, ça ne marche pas, il n'y a personne qui met de base là-bas. Ni les Américains, ni les Russes, ni personne. S'il y a bien quelque chose sur lequel l'Algérie ne transige pas, c'est la souveraineté nationale. Leurs forces spéciales travaillent déjà. Et c'est bien parce qu'au départ, elle soutenait Serraj contre Haftar et maintenant elle est pour Haftar. Et elle veut que les... Mais quand je dis elle est pour Haftar, elle n'intervient pas. L'Algérie, la politique algérienne, c'est aux Libyens de décider. Donc elle s'implique. Et je pense qu'elle s'implique avec ses services et qu'elle a envoyé ses forces spéciales qui ne peuvent qu'aider. Après, elle a dû les mélanger un petit peu avec les Syriens. Les Algériens, il y a des Algériens qui ressemblent aux Syriens, hein. Donc ça va passer, hein. En défroquer, elle l'a déjà fait. Je regarde un petit peu ce que j'aurais pu oublier. Dans la prochaine vidéo, je vous parlerai du Yémen. Et puis, bah écoutez, l'Irak, hein, l'Irak, donc les Américains abandonnent base après base en Irak, puisqu'ils se font attaquer, ils ont des morts, il y a eu encore 3 morts il y a peu. Ils abandonnent leur base, ils ne peuvent plus tenir leur position en Irak. Donc là, encore une fois, Trump a provoqué la colère iranienne et la colère de pas mal d'Irakiens. Le 5 janvier, le Parlement irakien a demandé aux Américains de partir. Ils n'ont pas voulu partir. Le gouvernement irakien a démissionné, alors qu'il avait demandé aux Américains de partir. Un nouveau gouvernement fantoche a été installé, mais rien n'y fait. Ils subissent roquette après roquette. Ils ont beau installer des patriotes, je vous explique comment ça marche. Vous avez des camions qui arrivent avec des paniers de roquettes, des paniers de roquettes, donc lance-roquettes multiples, commandés, télécommandés, programmés, près des bases américaines, et d'un coup, tu as 10-15 roquettes qui partent sur la base et qui font un mort, qui détruisent du matos. Les Américains sont assiégés, donc ils regroupent progressivement leurs troupes dans des grosses bases irakiennes, en attendant de partir, et là, ils ont le prétexte du coronavirus pour retirer leurs troupes. Alors ils ne vont pas retirer toutes leurs troupes, je pense qu'ils resteront dans une ou deux bases, je pense qu'ils resteront dans la zone verte, ils laisseront des bérets verts soi-disant pour former les Irakiens, mais ils sont en train de se retirer. Le 29 mars, ils ont quitté la base de Kirkuk. Le 26 mars, c'est la base, que je vous dise pas de bêtises, le 26 mars, c'est Dayash. Je vous mettrai une carte. Et donc là, encore une fois, bah, Trump voulait pas enlever ses troupes, mais il les enlève finalement sous le coup de la pression. Et puis bon, voilà, on attend Chuck Norris. Parce qu'en Algérie, il y a Miloud, le roi du baroud, qui l'attend. Et Chuck Norris, ça marche pas là-bas. Et c'est ça qui est bien. Je pense avoir tout dit. Je regarde, je regarde. Je pense avoir tout dit. Donc voilà, donc je vais illustrer ça. Je vais vous le poser. La plupart de ces informations sont, à 99%, sont confirmées. Sauf bizarrement, dans notre presse, sauf bizarrement OPEX, hein. OPEX préfère parler d'autre chose, hein. C'est marrant, OPEX, hein. Ils sont censés faire de l'information. En tout cas, vous avez raison de me dire que Presse TV est iranien. Mais j'ai remarqué avec le temps que Presse TV et d'autres sites comme Almanar, Southfront, amenaient des informations qui se vérifiaient par la suite. Puisque la presse européenne ensuite le confirmait, la presse russe, la presse chinoise, la presse cubaine le confirmer, quoi d'autre, et les presses de pays neutres le confirmer, il suffit d'aller sur des sites militaires, et même lorsqu'on va sur des sites militaires où il y a des militaires français, c'est confirmé à demi-mot. Alors je ne vais pas vous donner toutes mes sources, bien évidemment, de toute manière, je vous fais les synthèses, mais prenez note et puis vous verrez, et donc ça va péter en Syrie, ça va partir dans tous les sens, et je pense qu'à partir de là, après, il y aura quelque chose qui ressemblera à une guerre mondiale, et qui s'arrêtera avec l'arrivée de la comète. Donc quand est-ce que démarrera la guerre? Avril, mai, juin? Le marqueur, c'est la comète. Lorsqu'elle sera visible dans le ciel à l'œil nu, elle sera véritablement visible. À ce moment-là, ils arrêteront de se battre. Donc je pense que c'est pour très très bientôt. La destruction du système Altigan, c'est le 22 mars, dans l'un des 14 postes turcs. Et c'est des terroristes qui auraient été retournés par le renseignement syrien et qui se mettent à attaquer l'armée turque parce qu'ils n'ont pas été payés par Ankara.
Et là, encore une fois, cette information-là est confirmée, puisque vous pouvez d'ailleurs aller le voir sur Southfront. C'était il y a 15 jours. Ces gens-là ont fait grève parce que les Turcs ne les payaient plus. C'est des mercenaires, hein. Ils combattent pas pour Dieu, ils combattent pour Satan, ils combattent pour de l'argent. Voilà. Voilà mes amis, prochaine vidéo, donc ben, vidéo sur le Yémen, 2015-2020, le Yémen qui gagne une guerre face aux 100 000 hommes, aux 150 000 hommes, à la centaine d'avions et à toute l'infrastructure séoudienne. Le Yémen qui vient de lancer une offensive. Et encore une fois, vous voyez, quand les Yéménites font des opérations, j'ai remarqué qu'ils disaient la vérité. Par exemple, là, dans quelques jours, nous allons avoir le compte-rendu des missiles qui ont été envoyés il y a 2 jours sur l'Arabie Saoudite. Et si c'est un échec, ils le disent aussi. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les patriotes, en fait, nous voyons dans le ciel séoudien très souvent des patriotes explosés, des missiles patriotes, qui est censé être un excellent système antiaérien. Ouais, c'est bizarre qu'il n'y ait pas de patriotes à Idlib, qu'il y ait des mimes 23 Hawk. Ces patriotes explosés, oui, il en fallait 2 pour choper de vieux missiles Scud, hein, en Sarala, on voit des vieux missiles, hein, c'est des Scud trafiqués. On appelle ça des Fateh, des missiles Zalzal. Zalzal, ça veut dire tremblement, hein. Zalzal, ça tremble. C'est une référence au tremblement de terre. Les Yéménites ont commencé, comme le Hezbollah, il y a une dizaine d'années, ont commencé à mieux maîtriser le savoir-faire que leur a donné l'Iran. Et arrivent maintenant à repousser des avions, à faire peur aux avions modernes, F-15, F-16, Tornado, Eurofighter, qu'utilisent les Saoudiens, hein. Alors, ils les utilisent, mais attention, c'est pas la même électronique que pourrait avoir une puissance occidentale qui a les mêmes avions, hein. Voilà, donc ça, je vous en parlerai la prochaine fois longuement. Je vais attendre encore un peu d'avoir le rapport des Yéménites pour voir ce qu'a donné l'attaque sur Riyad. Attaque qui était juste la riposte contre l'attaque, la tentative de bombardement de Sanaa et de ses civils. Et à l'heure où je vous parle, les Séoudiens aujourd'hui ont lancé encore une attaque aérienne. Je ne sais pas ce que ça a donné. À bientôt. N'hésitez pas à commenter. Et si vous le souhaitez, à un moment donné, comme nous sommes tous confinés, je peux aussi organiser un live. Là, il faudrait juste qu'on s'accorde, qu'on soit une dizaine. Je peux organiser un live, mais à la limite, on peut faire les lives sur Los Locos sur le sujet. Ce qu'il y a, c'est que comme vous êtes patron, j'ai envie de vous réserver l'information à vous. D'abord, c'est normal, quitte à la donner ensuite un peu plus tard. Aux autres que je respecte aussi. Protégez-vous, n'ayez pas peur, hein, comme dirait l'autre, et puis à bientôt. Au revoir.